c'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et cette semaine je profite de mon passage à Hong Kong pour rencontrer une personne qui vivait d'abord en Chine, à Shanghai pendant des années et qui s'est réinstallée à Hong Kong définitivement, on va dire, parce qu'en fait pendant très longtemps il a été un peu à cheval entre Shanghai et Hong Kong à avoir deux appartements. Et je rencontre donc Augustin Rodier. Augustin travaille dans les assurances, vous allez voir, c'est un business familial à la base. Et chacun avec des verticales très précises dans une certaine protection du risque. Augustin, lui, a développé une activité spéciale dédiée à la Chine, alors beaucoup au niveau de la logistique et des cargos. Et il a ensuite développé tout un tas d'offres, justement pour accompagner ses clients selon leurs besoins. Avec Augustin, on parle de la Chine, on parle de Hong Kong, on parle de son activité qui est assez spécifique, vous allez le voir, et de comment en fait ils ont pu monter un business très intéressant autour de ces choses-là. On parle de la différence de l'entrepreneuriat en Chine, l'entrepreneuriat à Hong Kong, et vous allez voir, il a un regard assez intéressant puisque c'est pareil, il a vécu 7 ans en Chine, donc il sait de quoi il parle quand il compare. Et on parle justement de son développement, de l'importance de gérer un business et d'implanter un business sur le long terme et des facilités mais aussi des inconvénients que Hong Kong peut avoir dans son développement. Si vous aimez cette interview, dites-le lui en fait, dites-le à Augustin Rodier, dites-le sur son LinkedIn, sur ses profils. Et puis laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait changer. Si vous avez aussi des profils en tête ou votre histoire que vous aimeriez peut-être partager à partir du moment où vous êtes un entrepreneur avec une histoire intéressante sur la Chine, sur l'Asie en général, je serais ravi de faire votre connaissance. Donc vous trouverez facilement mes contacts un petit peu partout. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou ailleurs. Sur le podcast, laissez-moi des commentaires, mettez des likes, des commentaires sur iTunes, Apple Podcasts, mais aussi sur Stitcher, SoundCloud ou n'importe quelle autre plateforme. Je serai très content de pouvoir en tenir compte. Et moi, ça m'aide à continuer à développer ce podcast pour aussi présenter des nouveaux profils à votre entourage. Je vous laisse en compagnie de Augustin et puis on se retrouve à la fin pour un petit mot. Bonjour Augustin. Bonjour Greg. Alors on est dans tes bureaux à Hong Kong, je profite de mon passage justement de quelques jours à Hong Kong pour te rendre visite. C'est vrai qu'on a repris contact via notre fameux WeChat. Tu habitais avant à Shanghai pendant quelques années. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et maintenant tu es à Hong Kong, donc ça fait combien de temps que tu as bougé à Hong Kong ? Officiellement depuis septembre 2017, mais pour tout dire j'ai eu du mal à un peu arracher le sparadrap. J'ai gardé mon appart à Shanghai jusqu'à fin novembre, début décembre 2017. D'accord. Et j'ai fini par rendre parce que l'idée à la base c'est que ça faisait déjà 2 ans que je faisais une semaine par mois à Hong Kong. Et je me suis dit au moment que j'allais faire la bascule, donc en gros être à Hong Kong et faire une semaine par mois à Shanghai. Et ça reste quand même un gros rythme, sachant que j'ai également beaucoup en France. Et puis après, un truc tout bête, c'est que tu te fais déjà quand même un peu assassiner sur les loyers ici à Hong Kong. Garder en plus un appart à Shanghai. Pas besoin d'avoir les deux, quoi. Voilà. Donc officiellement, ça va faire presque 1 an et demi que je suis ici à plein temps. Et tu as gardé toute ton activité que tu avais à Shanghai, tu la pilotes depuis Hong Kong. Exactement, Exactement, okay. Tout à fait. Et en y allant régulièrement. Ouais. Et le move de venir à Hong Kong, c'était justement par rapport à ton activité Alors, je dirais 60-70% de l'activité, 30% perso. L'activité, simplement, c'est que ça fait 3 ans et demi que j'ai lancé mon business. Au début, je dirais la première année et demie, je me suis un peu planté. De toute façon, à toujours chercher, tu sais, tu lances un truc, tu as une idée, tu vas chercher à trop te focaliser dessus, à trop se spécialiser. Et je pense que dans mon secteur, je m'étais peut-être trop spécialisé. Et donc un peu perdu 1 an et demi, puis ça a commencé à bien démarrer, donc je suis un peu perdu dans les dates, mais il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, où j'ai commencé à bosser pas mal avec des restaurateurs, du F&B et tout ça, à faire les assurances de resto, et donc à me focaliser plus sur du general insurance, dans tout ce qui est assurance d'entreprise. Et en fait, j'ai commencé à voir au bout d'un moment que, en termes de business, j'avais la majorité de mes clients qui étaient en Chine, mais la majorité de mon chiffre d'affaires qui se faisait à Hong Kong. Donc à un moment, tu dis qu'il y a quand même un problème, il y a un truc qui déconne. Et donc j'ai décidé de faire le move, j'allais dire à peu près en avril 2017, de me dire que j'allais bouger.
Alors Augustin, peut-être pour repartir du début, comment t'es arrivé en Chine alors ? Alors en fait, je suis arrivé en Chine en 2011 pour une raison toute bête, c'est que j'ai ma famille qui est présente en Chine depuis 2005. Okay. Enfin, présente d'un point de vue business. Pour te faire simple, mon père a créé il y a 30 ans une société en France qui fait de la gestion de sinistres pour les comptes des assureurs. Okay. Donc en gros, pour résumer, tu as un gros accident, tu vas voir des différents assureurs qui vont se bagarrer, savoir qui doit payer quoi et tout ça. Et donc ils vont avoir aussi bien des avocats que des experts techniques, qui sont un peu le genre des avocats techniques, qui vont dire, ok, bah, tu vas avoir l'expert béton, tu vas avoir l'expert pro sur tout ce qui est plan d'architecte et compagnie, qui vont se bagarrer, qui vont dire, ok, bah, l'origine du sinistre vient de là. Bref. Donc mon père a créé cette société il y a 30 ans en France. J'ai un frère qui a 20 ans de plus que moi, qui a rejoint la boîte il y a 15 ans, et qui, à l'époque, cherchait un peu à se différencier et à tout faire son trou là-dedans. Et en fait, il a été contacté en 2005 par PICC, qui est le leader chinois de l'assurance en Chine, qui à l'époque avait même un truc, je crois, 70% du marché. Ça s'est un peu rééquilibré. Et qui nous appelle à l'époque en nous disant, écoutez, voilà, nous on a un souci, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Vous savez que la Chine investit énormément en Afrique. Du coup, bah, les Chinois, quand ils investissent, quand ils achètent des matières premières en Afrique, ils payent avec des infrastructures. Ils vont faire construire des ports, des voies ferrées, tout ça. Et bon, bah, la chinoise, c'est pas, ils investissent de l'argent et c'est bien pour l'économie, ils arrivent avec tout le matériel et les employés. Donc, tu as de plus en plus de flux maritimes, de matériaux depuis la Chine vers différents pays d'Afrique. Et puis ici, nous dit, écoutez, voilà, nous, on est assureurs, on fait l'assurance cargo pour tous ces shipments. Et bon, bah, bien sûr, il y a beaucoup de casse à l'arrivée, il y a facilement de la casse. Et alors, on n'arrive pas du tout à traiter avec les experts sur place. C'est bien simple, ils nous prennent pour des vaches à lait, ils nous surfacturent, et puis alors ils nous foutent rien. On discute avec les experts dans différents pays d'Afrique, ils nous disent, bah, écoutez, c'est pas compliqué, nous les Chinois, on veut plus bosser avec eux, ils nous prennent pour des cons, et ils nous payent pas. Donc, on peut imaginer deux caractères assez, voilà, les deux trucs qui ne passent pas. Donc à l'époque, on avait déjà un jeune ingénieur chinois qui parlait parfaitement français, qui nous aidait en Chine pour d'autres dossiers. Et donc mon frère a monté à l'époque un réseau dans tous les pays d'Afrique au Moyen-Orient, avec l'idée, c'est qu'un assureur chinois a un sinistre en Afrique, il a un seul point de contact qui est basé à Shenzhen, qui lui parlera en chinois, qui lui fera le rapport en chinois, mais avec des normes internationales. L'expert africain, il bosse certes avec un chinois, mais qui vient d'une boîte française, qui est formée à la française, donc il lui parlera en français ou en anglais. Ouais. Et on gère toutes les histoires de paiement. Donc voilà, donc ça a été un beau succès. On sait qu'aujourd'hui, on doit avoir un truc comme 60-70% du marché du sinistre chinois en Afrique. Bon, c'est un métier de niche, hein. Ouais. C'est vraiment un métier de niche. C'est souvent comme ça que tu te démarques. Voilà, exactement. Et moi, en fait, je suis arrivé en 2011. À l'époque, je venais de partir de BNP Paribas, où je faisais de la fusion-acquisition en interne. Pour être très simple, hein, toute mon équipe avait été virée. On ne savait pas grand-chose. Donc voilà. Et en fait, je suis parti, mon frère m'avait dit, écoute, tu devrais aller jeter un coup d'œil là-bas. J'y suis allé et en fait, j'ai développé toute l'activité, la même chose, mais sur l'Asie du Sud-Est au début, ce qui faisait quand même sens étant proche de la Chine. Et également, on a commencé à se rendre compte que le mécanisme qu'il y avait entre la Chine et l'Afrique commençait aussi à démarrer en Amérique du Sud, principalement au Brésil, Venezuela, le Mexique et tout ça. Et donc, j'ai développé également le réseau en Amérique du Sud et après Amérique du Nord, pour toutes les problématiques de responsabilité produit à l'export. Okay. Aux États-Unis, quand tu importes un produit, tu es obligé de couvrir ce dernier en responsabilité produit en cas de dommage au tiers. Et donc, il y avait une demande de plus en plus importante de la part des assureurs chinois. Donc, j'ai développé ça, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que déjà, au niveau de la gestion de sinistres, c'était le bordel en Chine, mais qu'au niveau de la souscription, pour tout ce qui était entreprise, on va pas se voiler la face, parce que je bosse quasiment qu'avec des Européens, tout ce qui était entreprise internationale européenne qui s'installait, il n'y avait pas vraiment de conseils, de véritables cabinets de courtage capables d'accompagner. Parce que le monde des assurances a beaucoup évolué ces dernières années en Chine. Avant, il n'y avait quasiment pas d'offres. Il est encore pas du tout mature. Pour donner un exemple tout bête, l'assurance auto, qui est vraiment le truc de base, est obligatoire que depuis 2004 en Chine.
Ah oui. Donc c'est pas du tout mature. Donc tu vois, les seuls courtiers, alors tu as les grands courtiers internationaux, les E.ON, les Marsh, tout ça qui sont présents, mais qui sont pas forcément être intéressés et pas forcément être intéressants pour des PME, même des PME assez grosses. Tu as des courtiers, mais c'est tous du courtier médical, qui font de l'assurance santé, un peu de life insurance et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose de complètement différent. Ouais. Et il y avait un Français, avec qui d'ailleurs je me suis associé pour ça, qui faisait du General Insurance aussi. Donc j'ai développé mon activité et à la base donc j'ai monté la société à Hong Kong en me disant je vais prendre une licence à Hong Kong parce que je voulais me focaliser déjà sur l'assurance cargo. Donc voilà, vraiment métier j'étais encore rentré dans la niche de niche parce que déjà l'assurance en Chine c'était de la métier de niche, General Insurance encore plus niche, alors voilà. Et avec l'idée en fait c'était justement pour les entreprises, je m'étais rendu compte que tu as énormément d'entreprises européennes qui sont installées en Chine, qui ont le décisionnel en Chine, l'opérationnel en Chine, mais tout ce qui est flux financier se fait depuis Hong Kong. Or, certaines assurances type assurance cargo, toutes les assurances de responsabilité civile, professionnelle, produits, tu peux les souscrire depuis Hong Kong, même avec ton activité en Chine. Okay. Et surtout, c'est beaucoup plus intéressant de le faire depuis Hong Kong, où le marché est bien plus mature. Parce que comme je te disais, en Chine, voilà, c'est pas grand monde et il n'y a pas vraiment de concurrence, de compétitivité. Donc, tu as plus de choix, tu as un marché plus mature, les spécialistes au sein des assureurs sont basés à Hong Kong, donc il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai commencé ça. Et puis bon, avec le temps, ça s'est développé petit à petit. Et mécaniquement, je me suis retrouvé avec de plus en plus de chiffre d'affaires depuis Hong Kong. Et donc a décidé à bouger. Donc comme je te disais, 70% professionnel. Et puis après, on passe de la phase, 30% de perso. Ça faisait 7 ans que j'étais en Chine. Ouais, tu vois, t'as beaucoup d'amis qui partent, qui viennent. Ça fait du bien de se remettre de temps en temps, je pense, un coup de pied aux fesses, de se remettre un petit challenge. Ouais. Pas plus mal. Ah, c'est bien. Tu t'es réinstallé facilement, il y a un bon réseau, tu avais déjà un bon réseau sur place. Bah écoute, le truc c'est que ça faisait quand même 2 ans que je venais régulièrement. Voilà. Donc pas très compliqué je connaissais déjà bien la ville. J'ai une petite habitude. D'un point de vue purement pratique, pour avoir ma licence ici, j'étais obligé d'être résident hongkongais. Donc en fait ça fait déjà plus de 3 ans que je suis résident hongkongais. Officiellement. Et pour la licence, c'est une licence qui est liée à ta personne ou c'est une licence qui est liée à la société? Les deux. C'est comme en Chine, tu as ta licence personnelle et la licence d'entreprise, licence pour entreprise. Donc moi j'ai les deux et en fait pour ça j'étais obligé d'être résident hongkongais. Donc j'ai fait il y a 3 ans déjà tout ce qui était démarche pour pouvoir avoir mon Hong Kong ID, mon permis de travail, et qui fait que comme je le disais en off tout à l'heure, c'est que je suis double résident chinois, résident hongkongais pour avoir les licences dans les 2 pays. Dans les 2 pays. Comment, aujourd'hui, tu parlais des clients que tu avais, comment tu fais l'acquisition de ces clients-là? Comment tu fais ton développement? Comment tu les rencontres, ces gens-là? C'est long. C'est très très long. C'est justement, c'est un process qui est... C'est très très long. T'as 2 choses. Alors, je vais focaliser un peu sur Hong Kong, c'est peut-être le plus simple. Au tout début, je me suis rendu compte en fait que le marché était très mature, à la différence de la Chine. Et donc, en gros, un marché un peu plan-plan. Donc très mature, tu veux dire qu'il y a plein d'acteurs en place. Il y a plein d'acteurs en place. Les sociétés sont déjà éduquées à ce service. Les sociétés sont éduquées, les sociétés, disons que les coûts sont tellement importants à Hong Kong. Disons en Chine, quelqu'un qui monte un business cherche avant tout à faire du cash le plus vite possible parce qu'il y a aussi une insécurité réglementaire qui fait que les gens veulent faire du cash en disant si jamais ça s'arrête du jour au lendemain, j'ai du cash. Ici, tu as beaucoup plus de coûts, donc les gens sont plus à chercher à faire quelque chose de périn, surtout que tu crées quelque chose, tu te crées un actif qui est valorisable ici. Tu es avec du common law, tout est carré, plus ou moins, mais quand même plutôt carré. Tu as un conflit avec un local, tu vas au tribunal, si tu es dans ton bon droit, tu gagneras. Donc tu peux faire quelque chose de périn. Et en plus de ça, vu que les coûts sont assez élevés, ça demande beaucoup plus d'argent à investir, donc tu vas chercher à limiter ton risque. Donc déjà, il y a beaucoup plus d'éducation sur la gestion du risque. Il y a toute une démarche où certaines choses sont obligatoires ici. Peu, parce qu'on reste sur un marché très libéral, mais ne serait-ce que quelque chose pour moi qui serait la base, la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, qui est une loi, enfin des droits, quelque chose qui existe dans quasiment tous les pays du monde, même en Chine, où c'est extrêmement protecteur. Ici, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle l'employee compensation, qui va te couvrir là-dessus. En Chine, le droit est même encore plus protecteur qu'à Hong Kong, mais ce n'est absolument pas obligatoire de l'avoir, et tu te rends compte que 95% des entreprises européennes ne l'ont pas. D'accord. Et ils s'en foutent royalement parce qu'ils trouvent que ça coûte trop cher, alors que ça coûte rien du tout. D'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup plus, je dirais, de maturité là-dessus. Alors au début, en fait, comme je te dis, voilà, c'est un marché assez mature, assez plan-plan. Tu montes ton business, tu sais pas trop vers qui aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de business développement. Donc tu demandes à ton voisin quel est ton assureur, il file le truc et les mecs se retrouvaient. Je me suis retrouvé surtout dans le F&B, dans les restaurateurs, avec des sociétés qui payaient des primes d'assurance absolument délirantes.
où je suis arrivé, je me suis dit, bon, bah voilà, mais en fait, le type vivait sur des acquis. Ils disent, bah c'est bon, tous les ans, ça se renouvelle, ça me demande 1 heure de boulot. Ouais. Et ils gagnaient très bien leur vie, donc je suis arrivé, au début, j'ai fait un peu une guerre de prix, comme beaucoup de gens quand tu lances un business. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire sur le long terme, mais voilà. Et tout en gagnant ma vie correctement. Donc au début, ça a été ça, je l'ai chassé l'existant. Et aujourd'hui, j'en fais toujours un peu, mais je vais taper un peu dans de la start-up. Okay. Mine de rien, avec Shenzhen à côté, tu as quand même beaucoup de hardware, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant, assez amusant à faire. Et puis après, en fait, c'est un métier, je dirais, peut-être un peu comme tout ce qui est avocat et compagnie, tu gagnes du client sur la réputation. Donc en fait, c'est du long terme. C'est vraiment du long terme. Le problème dans ton métier, je pense que c'est aussi que tu gagnes de la réputation en cas de problème. C'est-à-dire d'avoir été capable de gérer un problème. Et exactement. Il faut qu'il y ait le pire qui arrive. Exactement. Pour que les gens puissent dire, bah tiens, je travaille avec Augustin, c'est bien passé. Un client sur lequel, logiquement, tu sais que tu peux faire du business régulier, le pain béni serait limite, alors même si c'est pas marrant pour lui et puis c'est du boulot, mais c'est qu'il est dès le début un sinistre et qu'il voit que c'est bien géré. D'accord. Que c'est bien suivi, que c'est bien géré parce qu'il comprend la valeur ajoutée. En fait, les gens vraiment ont conscience de la nécessité de se couvrir le jour où ils ont une merde. C'est trop tard, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Ouais. Aujourd'hui, tu parlais des startups qui sont à Shenzhen, par exemple. Pourquoi elles viendraient vers toi? Quels sont les services aujourd'hui ils vont venir chercher? Parce que justement, on se dit, c'est un coût en plus. Que c'est que au cas où, et c'est un peu je tombe jamais malade donc je vais pas voir le docteur. Alors oui, il y a ça, puis surtout c'est que le monde de la start-up n'a pas de thunes, à la base. Voilà, mais après tu as quand même plusieurs choses, c'est que déjà là on parle surtout de choses dans le hardware. Donc quel type d'assurance tu as proposé par exemple? Là je te disais par exemple qu'aujourd'hui quand tu importes un produit aux États-Unis, tu dois te couvrir en responsabilité produit. Ok. Responsabilité produit, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est le premier sinistre que j'avais géré à l'époque, quand j'étais encore chez RG, où tu te retrouves en Arizona, une maison qui crame. Tu as l'assureur habitation du pauvre petit américain qui va payer, qui va chercher à retrouver ses billes. Donc tu as enquête par les experts locaux, les pompiers, ils se rendent compte que l'incendie vient d'un jouet. Dans le jouet, on regarde, il y avait une pile défectueuse, qui est responsable de l'incendie. On regarde où est-ce qu'a été achetée la pile, chez Walmart. Walmart, du coup, l'assurance de Walmart va jouer en responsabilité produit et Walmart va se retourner contre le fabricant qui vient de Chine. D'accord. Et qui est obligé d'avoir une assurance en responsabilité produit. Donc aujourd'hui, tu fabriques ton produit à Shenzhen, tu veux exporter aux États-Unis, tu n'as pas le choix, tu dois être couvert. Mais surtout, c'est que à l'époque, ça n'avait que les États-Unis, Canada. Je ne sais pas trop où en est le point de vue réglementaire, mais on voit de plus en plus également pour l'Europe. Apparemment, l'Union européenne voulait imposer ça. Je ne crois pas que ce soit encore le cas, mais tu vois que c'est de plus en plus demandé. C'est vraiment de plus en plus demandé. Et ne serait-ce que je suis toujours un peu l'activité familiale sur tout ce qui est gestion de sinistres, et je vois qu'il y en a de plus en plus en Europe. Donc finalement, une société de hardware qui fabrique quelque chose ici à Shenzhen et qui ensuite veut l'exporter via des campagnes Kickstarter elle exportera via sa boîte à Hong Kong, puisque de toute façon les gens signent avec Hong Kong où là tu as un cadre légal plus carré. Donc tu as ça, puis après tout ce qui est start-up, dès lors que tu lèves du cash, on te demande d'avoir en général une Directors and Officers Liability, donc qui va couvrir ta responsabilité en tant qu'administrateur ou dirigeant de fait d'une société. On va te demander de plus en plus dans les contrats avec les grosses sociétés pour tout ce qui est, je dirais, métier un peu de service, un peu intellectuel et tout ça, de responsabilité professionnelle à présenter. Donc, toutes ces choses-là, et puis du cargo toujours. Tu as l'export, tu as de la valeur de cargo. Ouais, toujours. Voilà. Donc toi, t'as quand même, il y a eu un peu le produit phare, on parlait tout à l'heure du cargo, tu as travaillé un petit peu dans le F&B, du coup... Le produit phare, j'aurais voulu que ce soit le produit phare, ah oui. mais qui a eu du mal à prendre le produit phare. Mais justement, c'est facile, on a l'impression que la manière dont tu l'expliques, c'est que tu as plein de produits différents qui touchent à des clients, à des types de clients différents. C'est facile dans ce métier-là de créer des nouveaux produits. On a l'impression que ça touche à des catégories complètement différentes. Non, alors je ne crée rien du tout, parce que je suis intermédiaire. D'accord. Donc je bosse avec des grands assureurs qui ont leurs produits déjà tout faits, qu'on adapte, bien sûr, on peut toujours adapter. Mais tu as des produits qui se créent avec le temps. Tu vois, depuis quelques années maintenant, tu as tout ce qui est cyber insurance, donc qui est pour couvrir, disons que tu te fais hacker, disons que tu as, je sais pas, tu vas avoir une rançon demandée parce qu'on t'a hacké des trucs. Le pire des cas, c'est d'avoir sur tes serveurs des données de clients. Donc là, ça peut porter un gros préjudice. Mais après, je vais être très honnête, les assureurs sont très inventifs. Tout ce qui était cyber risk, il y a encore quelques années, était inclus dans les responsabilités professionnelles. Ouais, ils l'ont juste séparé.
la montée du risque a fait qu'ils l'ont sorti de la responsabilité professionnelle pour créer une nouvelle catégorie de risque. La responsabilité professionnelle, les prix n'ont pas baissé pour autant, et tu crées juste un nouveau truc. Ouais, tu as juste un nouveau service en plus. Voilà. Donc toi, ce que tu expliquais tout à l'heure, donc en fait aujourd'hui tu travailles avec des grandes sociétés qui eux ont des produits, et vous êtes revendeur, distributeur. On est revendeur. Alors oui, revendeur, si on peut appeler ça comme ça. On a une délégation de vente. Ok. Mais donc une délégation aussi de management, de management. Et alors surtout, c'est que c'est là où moi j'essaye de me différencier, c'est étant passé par la gestion du sinistre, t'as quasiment aucun courtier qui est passé par la gestion du sinistre. Okay. C'est souvent un peu méchant, mais t'as beaucoup de marchands de tapis. Et en fait, moi j'essaye de me différencier sur le conseil, vraiment sur le conseil en analyse du risque. Je vois, t'en as beaucoup qui vendent, quand ils demandent des informations, juste des informations à leurs clients, mais ils cherchent pas plus de trucs, tu vois, sur de la responsabilité produit. Et c'est aussi le truc amusant d'ailleurs dans mon métier, c'est que tu touches à tout, et je vais visiter des usines, mettre le nez dedans, essayer de comprendre le truc. Déjà, je suis un grand enfant là-dessus, donc ça m'éclate. Et puis c'est comme ça que tu comprends vraiment le truc, que tu apportes une valeur ajoutée. Donc ton client, il est ravi de voir que tu le suis au courant de son truc. Même au point de vue pour l'assureur, tu arrives, tu vas placer le risque. Déjà, tu sais exactement vers quel assureur aller se tourner, tu sais lequel est plus adapté à telle ou telle configuration d'entreprise. Tu lui présentes un truc, tu as déjà fait toi-même un peu ton analyse du risque et tout ça, donc mécaniquement il est content, il va être plus enclin à sortir de bons taux, de bonnes conditions à ton client. C'est un cercle vertueux. Ouais. C'est le gros problème de l'assurance, c'est que tu as quand même beaucoup de gens qui sont qui vendent, parce que tu peux vraiment pas surtout, il y a des produits très techniques où là il faut quand même être assez bon, mais tu peux être un peu un marchand de tapis, un peu tout n'importe quoi. Les marges sont quand même relativement limitées pourtant sur les produits que vous vendez. Ça dépend. Ouais, vous arrivez ça dépend. Gagner de l'argent. Ça dépend, mais en fait encore une fois c'est un business de long terme. Parce que c'est peut-être pas sur la première année où les premières choses que vous gagnez de l'argent, c'est sur le long terme. J'aurais pu faire de l'assurance médicale où là, t'as des marges pas forcément élevées, mais les primes sont assez importantes. Tout le monde prend plus facilement une assurance médicale, tout ça, donc tu peux faire pas mal de cash assez vite. Mais avec la problématique d'avoir les renouvellements tous les ans, avec l'inflation, c'est assez ingrat, je trouve, de faire du médical. Pour ça, c'est que t'as une inflation des coûts médicaux par an entre 8 et 10%. Donc quoi qu'il arrive, même si tu n'as jamais été malade, ton assurance va augmenter entre 8 et 10%. Moi je le sais, là je viens de signer mon assurance, ça m'emmerde de payer 10% de plus. Même si j'en ai eu besoin cette année, mais voilà, je sais que c'est comme ça. Mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas, donc ils vont tout le temps chercher à aller ailleurs, à changer de truc. Donc c'est assez ingrat. Moi le truc, c'est plus long à capter un client. C'est vraiment, tu as une relation de confiance, un peu comme tu prends pas un avocat parce que c'est le moins cher, parce que c'est tu prends parce que tu as créé quelque chose. Ton auditeur, ton commissaire au compte, c'est pareil. On est dans le même genre de catégorie. Et donc moi, c'est sur du long terme. Logiquement, un client, tu as bien bossé avec lui, tu l'accompagnes. Je dirais pas que c'est safe, tous les ans il faut bien faire attention et tout, mais tu le gardes quoi. Et donc tu crées de la valeur. Moi, encore une fois, l'idée c'est pas forcément de faire une machine à cash, mais de créer de la valeur. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai bougé de Chine à Hong Kong. Je me dis, pour le futur, même pour le point de vue perso, tu veux t'acheter un appartement, tu veux t'endetter, ton asset, c'est quoi? C'est ta boîte. Si ta boîte, elle n'a pas de valeur, tu n'as rien. Voilà. Tous ces produits, en fait, qui évoluent, c'est le monde le marché qui évolue en même temps. Comment toi, tu continues à te former en permanence? Comment tu continues il y a plusieurs choses. Demain, je suis curieux. Un peu fouille merde. Non mais très curieux. Faut être curieux, ce genre de métier. Il faut vraiment être curieux. Je pense que j'ai eu une bonne formation avant, que ce soit à l'université, en école de commerce, pour essayer de bien comprendre, l'analyser les entreprises et tout ça. On est accompagné quand même par certains assureurs qui développent pas mal, qui cherchent vraiment, parce que c'est aussi leur intérêt à ce qu'on comprenne leurs produits pour mieux vendre derrière. Tu vends pas, à moins d'être un super marchand de tapis, tu vends pas un produit que tu comprends pas. Moi, c'est pas mon truc, voilà. Tu vois, sur justement tout ce qui était cyber risk et tout ça, j'ai eu des formations avec Chubb, qui est un gros assureur anglo-saxon, qui est un des leaders là-dessus sur ce type de ligne de produits. Voilà, pour nous expliquer, qu'on comprenne un peu mieux comment ça fonctionne. On est vraiment accompagné là-dessus. Puis après, tu apprends vraiment en connaissant le marché. Tu vas voir les gens, et c'est d'ailleurs là-dessus, je pense que je fais pas mal ma différenciation. Si je parle avec des clients, ils se rendent compte que je sais de quoi je parle. Parce que c'est le long terme en fait. Oui, t'es pas juste un broker, t'es pas juste un vendeur en fait. Non, je suis pas juste un vendeur, c'est vraiment mon truc, c'est plus, on est vraiment un conseil dans le risque. C'est vraiment plus le conseil. Mais même parfois, je vais te dire, j'accompagne des clients, je leur vends rien du tout, c'est uniquement je fais le conseil. Et il n'y a pas photo. La meilleure information, c'est d'être curieux et c'est le long terme. C'est l'expérience. Et ça t'a mis combien de temps avant d'arriver à
parce que du coup, tu fais un vivier de clients, alors entre la Chine et Hong Kong, on va dire, il t'a fallu combien d'années avant d'avoir quelque chose justement qui soit stable et que tu dises, bon, bah allez, c'est parti. Alors, je dirais jamais que c'est stable. Ok. Il faut toujours que ça grossisse, mais au moment où je suis parti à Hong Kong, où je me suis dit, c'est bon, là, je peux arriver quand même à un truc... tu sais, tu te retrouves ici, mine de rien, t'as quand même plus de frais. Ça coûte plus cher de vivre ici. Putain, ouais. La vie tous les jours, non, pas forcément, mais les loyers sont... tu divises par 2 ta surface d'appartement et tu multiplies par 2 le prix. Ok. Les bureaux, embaucher du staff, le staff coûte pas le même prix. Ouais, bien sûr. Donc oui, ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher, donc tu es obligé d'essayer d'être un peu plus... pas de quoi plus cher non plus. Non, clairement. Ouais. Clairement, non, il faut avoir un truc un peu plus stable, avoir des clients... Il faut réussir à trouver des clients qui soient, je dirais, assez gros parfois pour pouvoir avoir de temps en temps, une fois par an, tu sais que tu as une grosse prime, donc une grosse commission qui tombe, puis mais également limiter ton risque en ayant pas mal de... Je n'avais pas de petits clients parce qu'aucun client est petit, mais pas mal de clients diversifiés pour limiter ton risque, parce que tu vois, le F&B, on en parlait tout à l'heure, je me rends compte, j'ai découvert l'évolution vraiment de ce marché ici à Hong Kong, où c'est quasiment impossible de survivre si tu es indépendant. Quasiment tous les restaurateurs font partie de groupes maintenant. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai quelques clients qui étaient indépendants, je crois que j'en ai encore un ici deux qui sont indépendants. C'est pas hyper facile, parce que les loyers sont tels que tu tapes 1 ou 2 mauvais mois de trésorerie, t'as rien pour t'aider. Donc en général, tu es sur des groupes qui vont aller de 4-5 à une dizaine de restos. Et tu sais que tu pourrais dire c'est des vaches à lait, mais en fait non, tu en as toujours dedans peut-être 3 qui marchent pas bien pendant 2 mois. Donc la trésorerie des autres va permettre d'aider le reste. Et finalement, ils arrivent à obtenir des nouveaux emplacements et toutes ces choses-là parce qu'ils ont aussi une crédibilité sur les autres emplacements. Ouais. D'accord. Et puis mécaniquement, abaisser leurs coûts auprès des fournisseurs. Donc c'est du marché un peu compliqué. Ouais. Et donc voilà, t'en as qui vont pas renouveler parce qu'ils ferment. Tu peux faire des conneries aussi de temps en temps. Ça n'a pas eu encore pour l'instant. Ouais. Mais ça viendra malheureusement. Oui, bien sûr. Mais voilà, là-dessus, c'est quoi comme produit que tu vas leur vendre? C'est par rapport au staff, c'est par rapport au risque d'incendie? Ouais. C'est ce qu'on appelle un peu le package restaurant. Tu vas avoir aussi bien le property all risk, donc ta couverture pour tes biens. Ça, tu as l'employé compensation. Ok. Donc la responsabilité employeur, qui pour les restaurateurs, c'est ce qui leur coûte le plus cher. Oui, parce qu'ils ont plein d'employés déjà. Ils ont pas mal d'employés, les salaires sont plus élevés qu'en Chine, tu déclares des trucs avec le MPF. Oui. Et puis surtout, c'est que c'est un risque qui est plus important, donc les taux sont assez importants. Ok. Et donc c'est ça, la responsabilité public liability. Donc quelqu'un qui rentre dans ton restaurant, qui se blesse, je sais pas quoi, des choses comme ça. Ouais. Donc voilà. Et aujourd'hui, alors par rapport à ces métiers de l'assurance, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent au côté innovation. Il y a plein de nouveaux métiers qui se créent ou des nouvelles solutions au niveau des assurances. Comment toi tu vois les choses évoluer par rapport à ce que tu fais? Alors il y a des évolutions qui se font en individuel. Ok. Parce que tu peux vendre de l'individuel. Parce que c'est lié à une vente de masse en fait aussi. Ouais, c'est une vente de masse et tout ça. Et puis effectivement, tu veux t'acheter une travel insurance. C'est complètement une assurance voyage, c'est complètement débile de devoir passer par un courtier qui va te faire ton truc, sur lequel lui va gagner. Enfin, le temps qu'il passera par rapport à ce qu'il gagne. Il va gagner 3 fois rien. Et 3 fois rien. Sur l'entreprise, j'y crois quasiment pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est du sur-mesure. T'as quand même toujours du sur-mesure. Tu vois, avec AXA avant, on avait des plans qui étaient pré-underwrités, on avait déjà des taux, on pouvait remplir, faire signer. Ils ont supprimé ça parce que t'as tellement d'éléments qui peuvent rentrer en compte que voilà. Après, on est quand même sur un marché qui reste ultra conservateur. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, de toute façon, quand tu commences à t'assurer, une économie s'assure le jour où elle est riche. C'est vraiment la queue du développement, économique. Et puis, donc les gens ne comprennent pas forcément grand-chose, donc on sont toujours en recherche de conseils, à chercher à comprendre ce qu'ils achètent. C'est peut-être aussi un peu privé, non? Tu peux toucher aussi au privé, si, parce que ce soit l'individuel, tu fais ta santé, tu peux quand même te confier sur certaines choses. Même l'entreprise, on est au courant de certaines informations sur l'entreprise. Exactement. C'est un truc tout bête, on couvre la responsabilité employeur, on est au courant de la masse salariale. Ouais. Donc tu as quand même un truc privé, donc tu as besoin d'une relation de confiance. Et puis surtout, c'est un marché ultra conservateur. Pour être très honnête avec toi, nous on voyait encore en 2005, en France, des gars dans les sociétés d'assurance qui n'avaient pas d'adresse email. Ouais, donc les innovations, oui, tu vas avoir des trucs pour ton assurance habitation, pour ton assurance auto, pour des trucs comme ça. Après, tu peux avoir dans le service
sur le médical, sur le service de la gestion des claims, ou t'as des choses, tout ça, mais dans ton domaine à toi, au niveau professionnel, c'est assez limité. Là où tu as des choses qui se font, mais ça a déjà été fait depuis longtemps, c'est tout ce qui est en cargo. Ok. Mais ouais, c'est pas. On parle beaucoup aujourd'hui, maintenant on fait une surtech et compagnie. Ouais. Il y a quand même beaucoup de blabla. Ouais. Honnêtement, c'est à la mode, faut mettre ça. Ils vont parler big data et compagnie, mais je suis un peu langue de pute. Je suis très, très vulgaire, désolé, mais je me différencie aussi un peu là-dessus du côté Séraphin Lampion. Mais non, il y a quand même beaucoup de blabla et il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'il y ait des choses qui se développent, mais tu resteras toujours assez limité dans le point de vue, je dirais, innovation technologique et automatisation de process. Est-ce que finalement tu es quand même énormément dans un métier de comme tu disais, de relationnel, de confiance? Moi, si demain j'ai un problème sur quoi que ce soit, je vais pas aller revoir toute ma police d'assurance, je vais t'appeler et je vais faire en sorte que tu aies les réponses, tu vois. Mais ce serait bien que tu relises ta police d'assurance, comme ça me fait du temps en moins. Mais je rigole. Mais bien sûr. Et je pense que la plupart des gens, finalement, ils sont comme ça. C'est qu'ils vont dire, attendez, on va laisser la société. J'ai moi-même fait un truc en Chine, je m'étais, à l'époque c'était génial, je crois que c'était avec Pingyam, sur Alipay, tu pouvais acheter ton assurance, je sais pas si t'as ça toi d'ailleurs, ton assurance pour ton scooter. Ah, ok. T'as pas ça? Non, j'ai pas de scooter. Alors c'est génial, pour ceux qui ont ça, où tu te retrouves sur Alipay, c'est très cher, ça doit être 200, 240 RMB l'année. Ah, et en fait, donc t'assures pas ton scooter, mais tu t'assures toi en tant que conducteur sur ton scooter. Donc tu renverses une petite vieille dans la rue, t'es couvert à hauteur de temps. Ah ça. Ouais. Je suis assureur, j'ai jamais lu la police, je savais juste, 2-3 trucs, j'ai jamais lu. Et effectivement, je me dis, si jamais eu un problème, comment ça serait passé, quoi. Ouais. Bon, moi je sais lire, j'aurais fini par sortir le truc, je l'aurais lu, mais n'importe qui, et c'est pas vers qui se tourner. Ouais, bien sûr. Donc tu vois, c'est bien, c'est automatique, hop, ça m'a coûté 240 RMB, je l'ai pris sur Alipay, mais en réalité... tu savais même pas comment l'utiliser. Je pense qu'ils ont un taux de claim qui ne correspond pas à la réalité. Parce que les gens laissent tomber. Les gens laissent complètement tomber. Et justement, alors Alipay, ce genre d'acteurs là qui sont les WeChat et Alipay, ils commencent à rentrer vraiment là-dedans aussi, à proposer des solutions. Ils proposent des solutions comme ça, mais encore une fois sur l'individuel. Ah oui, bien sûr, ce que tu dis. Ouais. Après, tu peux toujours faire un peu, tu vas avoir du package, on va dire, tu ouvres ta petite boutique dans la rue, tu vas rentrer 3 infos. Oui, tu pourras toujours faire un peu des trucs comme ça, mais c'est quand même à la marge, je dirais. C'est vraiment à la marge. Toi, depuis Hong Kong maintenant, tu vas continuer à gérer les clients qui sont à Hong Kong, mais tu commences à bien te diversifier sur le reste de la zone, ou tu commences à aller voir un peu ce qui se passe à Singapour, qui ressemblerait potentiellement un peu à Hong Kong? Alors non, je regarde, je me renseigne toujours. Tu as quand même beaucoup de choses pour les pays d'Asie du Sud-Est qui se feront comme pour la Chine depuis Hong Kong. Ah ok. Pour les histoires de responsabilité produit, je ne suis pas encore vraiment penché là-dessus, mais je vois par exemple le Vietnam et tout ça, où tu vois beaucoup d'étrangers qui ont encore leur limité à Hong Kong, donc ils font passer les flux financiers par Hong Kong. Donc tu produis au Vietnam, tu peux imaginer que la police cargo, elle n'est pas souscrite auprès d'une petite assurance au Vietnam, elle sera assurée depuis Hong Kong. Ouais. Donc c'est un truc auquel je pense. Singapour, je regarde pas trop, c'est un peu loin. J'ai mon partenaire de Chine qui habite là-bas. Ok, oui, bien sûr. Qui gère tout ça. Qui fait tout ça lui-même, et Singapour, les taux en général d'assurance ne sont pas très intéressants. Faut quand même pas oublier qu'on a quand même besoin de gagner sa vie. Et voilà. Et ça vaut pas puis après, il y a assez à faire avec Hong Kong. Il y a quand même beaucoup à faire en Hong Kong. On est devenu, depuis 3-4 ans, c'est devenu la première ville française d'Asie, devant Shanghai. Ouais. Moi je suis je suis un peu opportuniste. C'est le truc. Je sais pas parler anglais, donc je suis. Et justement, en termes de réseau, alors comment tu as monté ton réseau ici? Il y a des groupes vers qui tu t'es tourné en arrivant? Si demain il y a un entrepreneur, si moi demain je vais m'installer à Hong Kong. C'était pas forcément facile au début, parce que c'était il y a 7 ans, le cliché à Hong Kong, monsieur est en finance à la Société Générale et madame est en marketing chez L'Oréal, était assez respecté. Et là, tu as de plus en plus quand même, tu as un tissu d'entrepreneurs qui se crée pas mal. C'est du fait du recul du monde financier aussi là-dessus. Hong Kong a perdu un peu sa place ou... Peut-être qu'il y a de ça, mais également t'as eu. Moi, je suis sidéré par le nombre de gens que je rencontre ici. Je pense que 70-80% des Français que je rencontre sont des anciens de Chine. Ah oui. C'est bourré d'anciens de Chine, de Shanghai, et tu vois, je me retrouve à des trucs, je me discute, t'es là depuis longtemps, ouais, ça fait 3 ans, 4 ans, t'as toujours été à Hong Kong? Non, j'étais pendant 10 ans à Shanghai. Ah oui, bien sûr. Des gens que je n'avais jamais croisés avant, en fait, des entrepreneurs à succès, qui ont réussi des très beaux business en Chine, et puis au bout d'un moment, au bout de 10 ans, 15 ans, sont mariés avec des enfants,
et décide pour déjà, parce que ça fait quand même du bien de bouger, pour l'équipe familiale de bouger à Hong Kong. Non, bien sûr. Et donc il continue à faire les navettes en permanence. Il continue à gérer une boîte à Shanghai. À Shanghai, à Shenzhen, à Pékin. J'ai interviewé Jacques donc récemment et qui a fait exactement ça. Quoi. Exactement, ouais. Et donc t'en as vraiment beaucoup. Et ça, tu parlais du réseau, ça, mine de rien, c'est un réseau de dingue. Ouais. C'est hallucinant. Et alors, comment tu les rencontres, ces gens-là? C'est via des associations, des gros, des chambres de commerce? Non, c'est passant d'un à un autre? Ou... Je l'ai fait, j'avais essayé un peu avec une association que tu connais, qui m'a jamais rien apporté en business. La chambre de commerce est hyper efficace ici. Oui, ils sont très actifs ici. Ouais, ils sont vraiment bien. Je fais partie du comité entrepreneur. Je suis pas depuis un moment parce que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. Mais non, j'ai rencontré quelques très beaux business, quelques très beaux entrepreneurs, et où justement tu as bien plus d'échanges que dans tout ce qui est association et compagnie. J'ai jamais forcément été très cocktail networking et compagnie. C'est vrai que déjà à Shanghai t'étais pas très... Non, j'ai jamais été fan de ça. Moi je suis plus parce que tu rencontres des gens intéressants, mais c'est souvent un peu phagocyté, un peu abîmé par les vendeurs de cravates habituels, quoi. C'est comme ça. Et puis je suis plus sur du one-to-one. Ouais. Donc tu vas faire de l'ingrat. Parce que tu as besoin quand même de rentrer dans le détail, toi. Ouais, tu as besoin de rentrer dans le détail, et puis encore une fois, c'est une histoire de confiance. Mais je veux dire, j'ai des prospects, des clients, ça m'a fallu peut-être 2 ans, 3 ans avant de réussir à la fin les voir, puis à la fin, boum, tu lâches rien, tu vas, et puis tu rencontres par telle ou telle personne. En fait, c'est vraiment du travail de longue haleine. Après, ça fonctionne beaucoup par recommandation. Mais voilà, t'as des fondations qui sont faites. Ouais. Tu fais des fondations comme ça. Ouais. Et donc, non, c'est vraiment relation. Tu vois, là, j'ai rencontré l'autre jour un mec qui a un très beau business à Shenzhen. C'est super bien entendu, on se voit régulièrement, on va essayer de bosser ensemble. Ils m'ont présenté quelqu'un d'autre en disant tiens, classique. Hein. C'est classique. Et à refaire alors, parce que tu as démarré toi par Shanghai, en fait, donc du coup, où tu as vécu d'abord à Shanghai, est-ce que finalement tu te dis, avec le recul, j'aurais mieux fait de venir m'installer à Hong Kong tout de suite? Alors, je vais paraphrer ce grand philosophe qui s'appelle Patrick Bruel. Il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je suis peut-être parti 1 an plus tôt. Ok. Après, j'ai aucun regret. Si tu me posais la question, est-ce que je préfère Shanghai ou Hong Kong? Je te dirais, c'est une question dégueulasse à me poser. Ouais. Je te dirais que pour le business, Hong Kong, indéniablement Hong Kong. Pour le perso, je trouve Shanghai plus agréable. La vie est plus douce. Beaucoup plus douce à Shanghai. Ah, c'est marrant. Ouais, tu vois le bureau, là on a de la chance, c'est dégagé. T'as un petit peu de verre devant là, déjà. Ouais, voilà, c'est un peu de verre, quoi. C'est une feuille de thé. Mais non, c'est un peu oppressant. Après, ce qui est cool, c'est que t'as une vie plus saine ici quand même. Beaucoup plus saine, à tous les niveaux, hein, physiquement comme mine de rien. En fait, je suis venu ici, j'ai eu un peu un choc. Je pensais pas à ça. Je suis rentré en Europe. En étant en Hong Kong, je suis en Europe. Ah oui. C'est hallucinant. T'as une culture très européenne, très anglo-saxonne. Tu te fais tes week-ends au vert. Ouais, tu fais tes week-ends au vert. T'as aucun problème pour. Bon, alors, t'as plus de problème là en Chine. T'arrives à te fournir de ce que tu veux, mais ici. Tu rentres tard, tu vas à ton supermarché, tu as tes trucs, tu retrouves tes produits casino, quoi. Ouais, bien sûr. C'est hallucinant. La culture est anglo-saxonne. Là, j'ai de la famille à Londres, j'y vais 3-4 fois par an, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Sauf que Londres a du charme. Hong Kong, l'architecture, c'est pas ça. Mais donc non, je dirais peut-être 1 an plus tôt. Ouais. 1 an plus tôt, ça aurait été pas mal. Après, je pense pas que j'étais prêt encore. Je suis un diesel. Voilà, je suis lent à démarrer. Ouais. Je suis bon après. C'est comme les moteurs Audi aux 24 heures du Mans. Une fois que t'es lancé, c'est bon. Mais ça peut prendre du temps. Dans 3-4 ans, on se voit. Vous en êtes où? Tu fais quoi? Tu vis où? Bonne question. J'étais parti un peu sur un délire il y a quelques temps, en me disant j'ai fêté mes 20 ans à Paris, mes 25 à Lyon, mes 30 à Shanghai, 35 à Hong Kong, et je ferais bien les 40 à Londres. Et en fait, non, je me dis, on verra comment ça se développe. Je pense que je resterai, comme je pense beaucoup des entrepreneurs que tu dois croiser, on sera toujours lié à la Chine. Ouais. Tu as les choses dans le monde idéal, mais il n'y a pas de monde idéal. C'est un truc qui tourne bien, c'est de pouvoir être par exemple en Europe, et de venir, je sais pas, tenir 10 jours tous les 3 semaines. Tu vois, tu arrives à bosser à distance et tu fais tout ce qui est relation client quand tu viens. Après, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Hein. Tu sais, tu peux avoir un problème familial et décider de partir en l'espace de même pas un mois. Bien sûr. Tu peux avoir ici, je sais pas,
Je peux avoir mon passeport qui est pris parce que j'ai fait une connerie et je suis coincé en prison ici pendant 10 ans, j'en sais rien, mais tu sais jamais. Tu sais ce que je dis, moi, ça fait 13 ans que je me dis encore 3 ans, tu vois. Donc, voilà, mais c'est ça. Exactement ça. Et moi, il y a 2 ans, clairement, j'étais là, c'est bon, Shanghai, je ferais peut-être 10-15 ans. Et aujourd'hui, j'adore Shanghai, j'y retourne comme ça, mais je ne retournerai pas m'installer là-bas. Le jour où tu as vraiment réussi à te dire, bon, bah allez, c'est bon, je pars à Hong Kong, de prendre une décision, est-ce que ça a été net et franc? Est-ce que à un moment c'était tellement évident par rapport à ton business, tu dis bon bah allez, on plie les dos et on y va? Ben oui et non, parce que comme je te dis, j'ai gardé mon appartement à Shanghai. Ouais, mais le moment où tu as commencé à te prendre un appartement ici, tu vois. Ouais. Là ça a été aussi après, je dirais quasiment. Ouais, ça a été décidé, ça a été assez vite. Ça a été assez vite. Ouais. Pas aussi vite que ma décision de m'installer à Shanghai. Ah, okay. Shanghai, je suis arrivé, en fait je suis venu pour visiter. J'avais donc j'ai quitté BNP Paribas en novembre 2010. Mon frère me disait tu devrais aller faire un tour en janvier. Il allait faire une tournée. Il m'a dit viens avec moi. Ça se payait pas bien. J'ai un de mes très bons amis de l'EM Lyon qui venait rejoindre sa femme. Je pense celui-là qui sait. Ouais. Et tout. J'ai dit écoute, je vais venir 10 jours. Je suis venu. Je suis arrivé la nuit de dimanche à lundi début janvier. Genre le 3-4 janvier, un truc dans le genre. Putain, il faisait un temps de merde, il faisait froid, t'avais de la glace, c'était Holiday on Ice sur le sol et les gens se pétaient la gueule. Le mardi soir, je dîne avec le frère aîné d'un de mes meilleurs potes de France qui habitait à Shanghai à l'époque. Il me fait faire la tournée des Grands Ducs et je me vois encore, je suis fermé depuis, mais au Baba. Ouais. Oula. Minuit, et j'étais mis les yeux comme ça et j'ai dit mais c'est où cette ville, je vais m'installer ici. Et donc ça s'est fait en quelques heures. Ah oui, c'était Hong Kong, c'était un moment que je pensais, j'ai failli bouger à Singapour il y a 4 ans, quand je bossais encore avec mon frère. Et ça s'est fait en l'espace d'une semaine, je pense. Ouais. Bon, ça sert à rien de trop cogiter. Enfin, en fait, tu dis ça sert à rien de trop cogiter, mais ça fait des mois que tu cogites au fond, et puis voilà quoi. Ta famille et tes potes, ils comprennent ce que tu fais ici? Ta famille, oui, puisque vous faites partie du même boulot. Non, je sais pas. Ouais. Non, mais oui, ils comprennent. Ils comprennent pourquoi tu t'es acharné à essayer de rester entre Shanghai et Hong Kong? Ouais, mais oui. Je dirais c'est peut-être parfois les plus compliqués, c'est les potes qui ont du mal parfois à comprendre. Et c'est la question, mais je pense que t'as le même truc, moi parfois qui me supportent. Et bon, quand est-ce que tu rentres? Ouais, bien sûr. Attends, mais quand est-ce que je rentre à Shanghai? Quand est-ce que je rentre à Hong Kong? Dans la fin de la semaine. Non mais voilà, c'est juste, je me suis barré quoi. Je suis pas en mode, c'est pas une lubie. Je vais me faire mon VE, mon stage, mon Erasmus. Même si au début ça y ressemble. Ouais. Pas un chat. Mais les gens ne pas ce que tu rentres. Ouais. Mais une veuve et une nièce un peu, je dirais. Ouais. Après, je suis dans une famille, on est 6 enfants. Ça fait 20 ans qu'on est 4 à vivre à l'étranger. D'accord, tout le monde a l'habitude. Je suis parti à Shanghai, j'ai une petite sœur qui habitait à Londres, une sœur qui habitait à New York et une à Abu Dhabi. Ah oui. Abu Dhabi est parti à Houston, puis maintenant il rentre à Paris. New York est parti à Londres, Londres est parti à Dubaï, maintenant il est à Johannesburg, et mon frère à Paris est parti à Londres. Ah ouais, impressionnant. Donc on a toujours bougé à droite à gauche, donc voilà, et ma famille en plus de ça, c'est que moindre truc familial, on se bouge. On se déplace. Vous voyez beaucoup. Et... Je vais 6 ou 8 fois par an en France. Ah ouais. Donc voilà, c'est pas... d'un point de vue familial, c'est pas un gros souci, ce genre de choses. Bon bah super, merci beaucoup Augustin d'avoir partagé toute cette histoire et ton parcours et ton métier. Si les gens sont intéressés pour en savoir plus sur toi et de rentrer en contact avec toi, par exemple aussi pour les questions d'assurance, je les renvoie vers quoi? Vers quelle adresse? Tu veux dire adresse email? Une adresse email, ton site internet? Ouais, mon site internet, fredetjainsurance.com. On mettra toutes les informations dans l'article. Voilà, mon adresse mail. Très bien. Ou plutôt l'adresse mail de ma collaboratrice Maëva qui est là-bas, là. Ça l'occupera un peu. Et elle se marre dans son coin. Et ouais, avec plaisir. Super. Eh ben merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. C'est trop on croit. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, dites-le à l'invité et dites-le moi aussi. Laissez des commentaires sur les plateformes de podcasts que vous préférez, sur Apple Podcasts, sur iTunes, bien sûr sur SoundCloud, sur Stitcher, Podcast Addict, sur le site internet de backstage.simplecast.fm ou alors sur le site de Nextstep directement, nextstephub.com, qu'on est en train de refondre complètement, puisqu'on va lancer un nouveau site internet à partir du mois de janvier. Vous allez voir ça. Ceci va pouvoir accueillir aussi une meilleure explication en fait des services que nous proposons d'accompagnement pour les entrepreneurs et les startups qui souhaitent se développer en Chine.
et également un tout nouveau show, un tout nouveau podcast show, cette fois-ci en anglais, sur les domaines de Next Step autour de la food, du F&B et de la food tech, et qui va s'appeler Food Tech Confidential. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Backstage, et puis en attendant, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez me dire comment améliorer tout ça. À très bientôt.